Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Dédicace. À la mémoire de ma mère. Angelani Kawen Kangambe Kawunga Kamoj, Moseka. 1928 à 2013. Mon héroïne, ma championne. Pour tout l'amour, pour tant d'amour. Pour tout le maternage à tout âge. Pour les encouragements sans fin. Pour les incommensurables sacrifices. Pour l'éternité, pour toujours. Avant-propos. L'idée de ce livre est née de multiples débats, menés avec des collègues d'université. Elle trottait dans l'esprit sans prendre corps à l'époque déjà lors des joutes entre étudiants de différentes facultés, et de différentes sciences que nous étions. Puis vint la période des responsabilités académiques en tant que chercheur et enseignant. Les mêmes discussions avaient toujours cours. Elles s'étaient même ravivées entre académiciens pourtant beaucoup plus outillés que les apprenants. Des questions affluaient pour comprendre la virulence des échanges entre scientifiques qui, pour certains, versaient carrément dans le dédain et le rabaissement des connaissances de leurs protagonistes. Nous nous sommes décidés d'arpenter les versants abrupts de la montagne pour qu'à partir d'une position en surplomb, nous ayons une vue panoramique. En essayant de comprendre les contradictions apparentes dans ces débats, nous en sommes arrivés à dégager des hypothèses allant dans le sens d'une incompréhension entretenue qu'une véritable divergence scientifique ou épistémologique. Le rejet observé nous paraissait relever davantage de l'orgueil et de l'égoïsme que de la rigueur scientifique. Nous avons donc entrepris d'interroger les différentes sciences pour voir en quoi elles étaient si différentes les unes des autres. La tâche était fastidieuse, dispendieuse en termes de temps, voire ennuyeuse en allant scruter les méandres parfois jargonnants des disciplines auxquelles on n'était pas nécessairement habitué. Il a fallu dégager, d'une part, des éléments de rapprochement et d'autre part, ceux d'éloignement. La source unique de toute science, à savoir la philosophie, à laquelle beaucoup de sciences recouraient pour asseoir leur rigueur scientifique, sans nécessairement reconnaître ce fait expressi verbis, nous facilitait la besogne. Ce substrat nous a servi de socle pour poser les premiers jalons de l'étude. Les considérations générales embrassaient les plus de matières possibles pour conforter nos hypothèses. Elles ont également été l'occasion de mettre en exergue les critères de validation du discours scientifique de n'importe quelle envergure. Une fois déblayé, le terrain a été propice à l'amorce de l'étude de la spécificité de la science de relations internationales. Il s'agissait plus précisément d'un retour aux relations internationales. L'intérêt prenait une nouvelle ampleur. Le regard sur notre propre discipline était en effet enrichi par l'éclairage des lampions empruntés à d'autres sciences. Il a fallu autant défricher le plus large possible, mais également creuser le plus profondément possible. Des séjours les plus longs possibles en bibliothèque ont été indispensables. La discipline de relations internationales étant encore jeune, aucune grandiloquence n'est tolérée. Le commerce intellectuel s'adjuge le droit d'être la voie obligée pour quiconque veut en arborer la quintessence. Agir autrement serait non seulement de la mégalomanie, mais surtout de l'obscurantisme face à un domaine qui suscite encore autant de débats, et dont certains auteurs vont jusqu'à lui renier toute scientificité. Il a fallu se mettre à plusieurs pour défendre des positions idoines quoiqu'inédites, qui forgent les assises scientifiques des relations internationales. L'expérience de forums, conférences et autres congrès où des positions acerbes s'affrontent sans pitié, nous a encouragés à apporter notre pierre aux discussions. Les divergences entre les savants, loin d'être une chose répréhensible, ont démontré que c'est du choc des idées qu'advenait la lumière. Nous avons donc particulièrement voué un véritable culte à fréquenter les cénacles, où se nouait le sort de la science tant des esprits éclairés aiguisaient leurs connaissances, en acceptant sportivement d'en découdre avec leurs collègues ayant des positions diamétralement opposées aux leurs. Personne ne se voyait méprisé, répudié ou exclu du débat parce que sa vision violait on ne sait quelle orthodoxie de la pensée. Il est même agréé que des iconoclastes tiennent des discours dans les temples du savoir officiel. La déconstruction n'est une bizarrerie tant le recours à son mode opératoire suscite de l'intérêt, même chez les plus conservateurs. Les questions taboues ou les transgressions des idées des parangons et autres poncifs de la pensée sont autant d'exercices du sport national des chercheurs rigoureux. Cette épopée a été exaltante à tout point de vue.
Il a été possible d'apporter des matériaux pour consolider la quête heuristique et herméneutique de la science de relations internationales. Malgré ces efforts, d'autres sciences voisines ne lâchaient pas prise par rapport à leur prétention de phagocyter la jeune discipline. Cela se comprenait dans la mesure où elles-mêmes avaient connu dans le passé pareille mésaventure. Les anciennes disciplines s'étaient érigées en surmoi pour cornaquer à la hussarde ou étouffer dans l'œuf les sciences naissantes. On les rangeait de force sous les bannières méprisables de sciences de seconde zone. Parfois par euphémisme, on leur attribuait le statut de discipline connexe. Toutes les précautions prises ne nous mettaient pas malgré tout hors de portée de la difficulté de définir l'objet de la discipline, dont nous défendions le statut. Mais à y voir de plus près, cela est l'apanage de toutes les sciences sociales tant la difficulté à définir est telle que la chose ne va pas de soi comme il en est le cas des sciences de la nature, et encore. Une fois acquise la conviction de s'insérer dans les joutes entre universitaires en quête de promotion de leur savoir, il nous fallait une occasion propice pour rendre publics les résultats de nos recherches. En plusieurs autres publications, nous apportions notre contribution à la théorie et l'étude empirique des relations internationales. La présente étude sera rendue possible par la charge horaire, dans nos obligations universitaires de l'année académique 2013 à 2014. La rédaction en avait été rendue ardue, car plusieurs impératifs bousculaient nos agendas. Il fallait d'une part fournir de la matière pour l'enseignement, mais en même temps répondre aux exigences de l'éditeur qui n'entendait se contenter de la production d'un manuel. Il avait fallu concilier les deux contraintes. Une autre exigence tenait au fait qu'il fallait trouver une ligne médiane entre une étude typiquement théorique et le besoin d'illustration par l'empirie. Il était donc impérieux de brasser une approche théorique avec l'effet de la réalité ambiante, en faisant de la première une grammaire d'élucidation de la seconde. Dans un deuxième mouvement, il fallait inverser les rôles en faisant en sorte que fait soit l'épreuve de feu de la théorie. Ainsi, la réminiscence de l'ancienne assertion revenait à l'esprit. Un fait sans théorie est aveugle autant qu'une théorie sans fait est pure spéculation. Parce que ce qui était latent devait devenir patent, j'ai entrepris d'écrire ce livre. Introduction. Le cours de Relations internationales inscrit au programme universitaire des étudiants de deuxième gradua se conçoit comme un prolongement et un approfondissement des notions apprises en premier gradua. Il a servi de prétexte intellectuel à la rédaction de cet ouvrage. Nous entendions d'une pierre faire deux coups. Le livre n'avait qu'à s'adresser à plusieurs catégories sans nécessairement ignorer les étudiants qui devaient y trouver leur compte. Nous pensons que cette préoccupation a été rencontrée. L'apprenant qui se destine à la spécialisation d'internationaliste se doit de consolider le socle de sa discipline scientifique. Celle-ci étant d'origine récente, faisant donc encore l'objet de quelques débats épistémologiques quant à son autonomie en tant que domaine scientifique spécifique, il s'avère impérieux de doter l'étudiant d'une base solide sur laquelle il bâtira toute sa formation. Ce cours est conçu comme un tronc commun qui prépare à l'acquisition des connaissances contenues dans d'autres enseignements. L'étudiant qui s'inscrit en relations internationales doit d'emblée savoir ce qui le différencie et l'unit à d'autres étudiants qui fréquentent d'autres départements et facultés. Élargir le plus possible le champ du savoir en relations internationales pour permettre à l'étudiant de s'y mouvoir allègrement sans complexe, face à d'autres disciplines qui se targuent de plus de scientificité du fait de leur antériorité, tel est le leitmotiv sous-jacent de notre approche. Au-delà des apprenants universitaires, le livre se destine à apporter des matériaux nouveaux dans la compréhension de la matière difficile des relations internationales. Il s'adresse ainsi à plusieurs catégories et plusieurs autres scientifiques soucieux de consolider les assises de leurs propres approches. L'hypothèse défendue ici est celle qui consiste à poser l'assertion de départ que la discipline de relations internationales remplit les conditions de scientificité pour s'étudier en tant que telle, à l'instar d'autres sciences humaines ou de l'esprit. Les relations internationales étant parmi les dernières nées des sciences humaines et sociales, il est impérieux de produire des matériaux qui aident à leur consolidation, mais en même temps qui permettent la compréhension des disciplines anciennes tout en ouvrant les voies du futur qui interconnectent les sciences plus qu'elles ne les parcellarisent. La sissiparité encouragée par la méthode de René Descartes s'estompe de plus en plus.
Des sciences qui s'ignorent royalement ou se regardent en chien de faïence si elles ne se rejettent pas carrément, est la pire des choses qui soit arrivée à la recherche scientifique. L'interdisciplinarité est la tendance la plus à même de faire évoluer les sciences dans l'état actuel des connaissances. Mais cette discipline scientifique ne se meut pas dans une tour d'ivoire. Les relations internationales cohabitent avec d'autres sciences qui souvent lui contestent toute autonomie. Étant parmi les dernières nées des sciences sociales, les relations internationales doivent batailler fort pour convaincre à propos de leur pertinence. Secondement, elles sont confrontées au lancinant débat sur la scientificité des sciences sociales. Leur combat est donc double. Se positionner dans les différents champs qu'investissent les sciences sociales. Se forger avec celles-ci des capacités à acquérir, à élaborer et à diffuser des connaissances qui respectent les canons et les exigences de la science. Première partie. Considération générale. Chapitre 1. Prolégomène de la discipline. Les relations internationales ne peuvent pas faire l'économie des débats qui animent l'évolution des sciences sociales face aux sciences de la nature. Elles sont dans l'obligation d'apporter des éléments et des arguments qui puissent aider à dissiper moult malentendus qui émaillent les voies de cohabitation entre les sciences molles et les sciences dures. Dans les périmètres de contestation des sciences de la nature face aux sciences de l'homme, voici que ce nouveau venu est appelé à la rescousse. Cela est d'autant plus impérieux que des voix s'élèvent pour revoir à la baisse les ambitions pourtant légitimes des sciences sociales, suite aux déconvenues vécues dans les ratages de leurs prédictions. Les sciences à l'aune desquelles sont jugés tous les autres secteurs du savoir, ont érigé un certain impérialisme qui soumet toute science à la validation selon les critères de la quantification, de la mathématisation, d'expérimentation, de prédiction. Or les sciences sociales peinent à recourir au même critérium. Ne pouvant observer que de faits dont la régularité et la répétition sont sujettes à caution, les sciences sociales ne peuvent aboutir à des résultats généralisables que dans des cas limités. Aucun laboratoire ne leur permet de reproduire les faits, pour les observer et en tirer les conclusions. La société qu'elles observent ne se reproduit pas à l'identique. Les faits qui se déroulent dans l'histoire ne relèvent pas d'un conditionnement automatique. Dans les sciences sociales, les mêmes faits ne produisent pas nécessairement les mêmes effets. Mieux, les modalités de la causalité ne s'imposent pas avec la même rigueur que dans les sciences de la nature. Le déterminisme n'est donc pas une catégorie exploitable à souhait dans les sciences qui traitent de l'homme comme membre d'un groupe social. L'étude de l'histoire est d'un certain secours dans la mesure où elle sert de champ d'observation, de laboratoire qui permet aux savants de recourir aux faits passés pour comprendre les faits actuels à travers une approche comparative. Même là, la prudence est de rigueur dans la mesure où deux faits ne ressemblent ni répondent aux mêmes motivations. Deux faits qui se succèdent en sciences sociales n'établissent pas obligatoirement des relations de causalité ou de corrélation entre eux. L'observateur des faits sociaux est lui-même impliqué dans la dynamique sociale. Il est affecté par les événements qui se déroulent dans la société. Il a des sentiments, des affects, de penchants, des codes moraux ou religieux, des projections, des idéologies, etc. Tout ceci influe sur son jugement, et le jugement qu'il porte sur les événements. Il est en même temps objet et sujet de l'étude qu'il entreprend. Son objectivité est donc toute relative dans la mesure où les visions du monde sont souvent convoquées quand l'individu, quelque savant qu'il soit, est mu par des intérêts et des enjeux qui sont en jeu dans les faits sociaux. En tant que sujet, l'observateur est en proie à la subjectivité qui fait que deux observateurs d'un même événement n'aboutissent pas à la même conclusion quand bien même ils seraient placés dans des conditions identiques. Le relativisme n'est donc pas à exclure complètement lorsqu'un observateur tire des conclusions d'un fait qu'il a soumis à l'étude rigoureuse. Son libre arbitre comme celui des acteurs sociaux finit par fragiliser la comparaison et le caractère identique des faits. Mais alors comment tirer des conclusions générales de faits qui se refusent dans l'absolu, à la répétition à l'identique? À ces externalités problématiques, il sied d'ajouter les influences des contextes et d'environnement d'occurrence des faits observables. Les conditions de temps et celles de lieu peuvent en elles-mêmes être productrices d'influences différenciées sur les mêmes faits. Vérité au pied des Pyrénées et mensonge au-delà. Ce qui n'est vrai ici, ne l'est pas nécessairement là-bas. Ce qui était vrai hier,
ne l'est pas obligatoirement aujourd'hui ou le sera moins demain. En recourant au symbolisme instrumental de Talcott Parsons, on peut retenir que les faits sociaux et leur observation subissent l'influence d'au moins 4 conditionnements. Certes, ces écueils peuvent être atténués tout en étant incontournables car tout ce qui implique l'homme suggère le qualificatif. Il y aura toujours une part de l'homme dans les sciences qui font de l'homme leur objet. On n'interrogera jamais un phénomène naturel, pluie, éruption volcanique, feu, chaleur, odeur, nuage, sol, arbre, vitesse et comme on interroge l'acte humain. Il est donc illusoire de s'efforcer à user de mêmes procédures des sciences de la nature dans les sciences molles. Bien entendu, tout effort est indispensable pour tendre vers des démarches plus rigoureuses pour découvrir la vérité et pouvoir l'exprimer efficacement. Comme le constatait Lucien Goldman, une des tâches les plus importantes pour tout chercheur sérieux semble résider dans l'effort pour connaître et faire connaître aux autres ses valorisations en les indiquant explicitement, effort qui aidera à atteindre le maximum d'objectivité subjectivement accessible au moment où il écrit, et surtout qui facilitera, à d'autres chercheurs travaillant dans une perspective plus avancée et permettant une meilleure compréhension de la réalité, l'utilisation et le dépassement de ses propres travaux. Section 1. La déontologie et la sociologie d'un chercheur. Il est exigé d'un scientifique de s'efforcer de dépasser, à minimiser ou à réduire l'impact de ses considérations morales sur la démarche qu'il entreprend pour découvrir la vérité. Son attitude face à l'objet d'étude ainsi que son état d'esprit doivent le prédisposer à essayer de distinguer les faits tels qu'il les observe, et les a priori qu'il avait avant l'observation et les finalités de son entreprise intellectuelle et cognitive. Reste que malgré ces prouesses d'intellectualisation des faits, le langage, ou la langue ou l'expression, est souvent connoté et chargé de sens qui fait dire au chercheur ce qu'il ne veut pas dire. Les significations sociales des choses ne rencontrent pas toujours le sens que l'heuristique attribue aux faits observés. Pour en sortir, il est recommandé de recours aux termes qui ont fait leur preuve ou ont fait l'objet de consensus entre les spécialistes du domaine. En cela, ils s'érigent en notions, énoncés, axiomes, postulats, procédés, concepts ou paradigmes. Or justement, le vocabulaire des scientifiques spécialistes des sciences humaines ne couvre pas le même contenu. Une sorte de logomachie, de logorée ou amphibologie floue la compréhension du langage utilisé. Chacun semble avoir sa définition de termes ou se constitue en instance de production des concepts inédits. On est alors en face d'un babélisme langagier, qui obstrue la compréhension du logo dont s'occupe le chercheur. Les élucubrations absconses qui s'ensuivent perturbent les autres chercheurs qui, à leur tour, créent du sens, nécessairement, différent de celui de leurs prédécesseurs ou compères. Face à cette difficulté du référentiel sémantique, vocabulaire, les recommandations allaient dans le sens de la quantification pour harmoniser le langage. Malheureusement, cet effort a noyé les faits dans un flot de chiffres et de formules mathématiques qui dispersaient plus les efforts de compréhension ou d'explication qu'ils en résolvaient. On s'est vite rendu compte que l'homme ne le réduisait pas à quelques chiffres, même bien solidement articulés mathématiquement. En fin de compte, la voie idoine était celle du milieu, celle de la moyenne mesure qui admet une cohabitation entre le quantitatif et le qualitatif. S'il importe d'explorer toutes les possibilités d'analyse qualitative, il faut garder à l'esprit que certains faits, et la majorité dans les sciences sociales, se prêtent mieux à l'analyse qualitative. Pour besoin d'illustration, on peut se référer aux exemples que donne Jean-Baptiste Durosel qui considère qu'un historien des relations internationales a beaucoup moins recours aux qualificatifs que l'historien économiste ou que l'historien des sociétés. Il y a ce faisant des aspects essentiels, des forces quantifiables et d'autres pas. S'agissant de la diplomatie, de la stratégie, de la gestion du commerce ou des investissements internationaux, le processus de décision ne dérive pas des seules forces. Il affirme que même si l'historien, ou le théoricien des relations internationales est moins que d'autres, appelé à quantifier, il faut qu'il admette quelques règles simples. Il faut quantifier tout ce qui est mesurable, c'est-à-dire qui peut être rapporté à des unités de grandeur. Ainsi les prix, le tonnage de navires, la puissance de feu des canons, les flux commerciaux, etc. Dès qu'apparaît l'homme, le qualificatif est présent qui dit qualitatif signifie singulier. Mais il est de très nombreux cas où le qualitatif est mesurable. Par exemple,
la procréation, mesurable, mais qui relève d'éléments philosophiques, d'instinct et un certain raisonnement dans le cadre de planning familial. Il est un quantitatif plus incertain, qui doit être manié avec prudence, dérivant de l'analogie qui n'est plus l'identité, et qui suppose de la part de celui qui quantifie une prise de position et une définition précise. Le qualitatif non dénombrable, non mesurable, peut parfois être évalué. Mais dans ce domaine, les chiffres ne signifient à peu près rien, enfin il existe un qualitatif pur. Antoine Prost le réduit au qualitatif individuel. Si l'individu, par la suite d'un processus collectif complexe, dispose du pouvoir, ce qualitatif-là entre dans l'histoire et peut y créer des perturbations éventuellement formidables, par exemple l'influence du caractère, ou d'une opinion ponctuelle sur la décision d'un président américain ou soviétique de pousser ou de ne pas pousser sur le fameux bouton atomique. D'autres exemples peuvent être mentionnés pour montrer l'influence des conseillers sur les graves décisions des politiques. Raspoutine, Talleyrand, Bernard-Henri Lévy, George Kennan, Henry Kissinger, etc. Les sciences qui étudient l'homme accumulent un certain nombre des lacunes dont il ne faut pourtant pas tirer de conclusions négatives qui leur nieraient toute prétention à la scientificité. Elles opèrent autrement et aboutissent à des résultats fort intéressants, qui ont fait évoluer les connaissances sur les déterminants des activités humaines. Mais la part de l'humain, ses perceptions, ses sentiments, ses choix idéologiques, ses postures tactiques s'immisceront toujours dans la réflexion que mèneront les chercheurs. Toutes les sciences sociales, humaines ou de l'homme n'échappent pas à travers. Il faut pourtant avouer que certaines s'en sortent mieux que d'autres, car elles ont codifié certaines dimensions de leur champ d'étude au point de les quantifier et d'élaborer des concepts rigoureusement définis, quand bien même ils demeurent sujets à contestation du fait d'événements nouveaux ou de remises en question qu'entreprennent des chercheurs plus pointus et pas toujours iconoclastes. Malgré tout, les sciences sociales ont fait leur bonhomme de chemin, accumulant plusieurs victoires et avancées, mais racontant aussi et très souvent des obstacles voire des reculs. Deux fois, des moments de grandes embellies sont suivis d'obscurantisme lorsque des paradigmes dominants induisent une certaine paresse qui finit par exacerber les lieux communs et les approximations au détriment d'efforts d'analyse, de compréhension ou d'explication. Ainsi la torpeur s'installe dans la communauté de chercheurs. Les convenances et les consensus deviennent des fins en soi, et provoquent la léthargie. Face aux vérités établies, l'épistémologie semble alors s'institutionnaliser sous forme des canons érigés en horizon indépassable. Cela est le lot de toutes les sciences, même celles qui étudient la nature. Des révolutions scientifiques, des chargements de paradigmes et de nouvelles découvertes concourent toutes les sciences. Ainsi l'exactitude et la causalité étanche sont des instantanés qui ne congèlent pas la dynamique de l'évolution de la science. Les anciens pensaient que le Soleil tournait autour de la Terre, et avaient menacé d'excommunication Galilée pour avoir pensé le contraire. Juppé en 1632, le savant italien Galilée fut obligé d'abjurer le système héliocentrique de Copernic, dont l'œuvre avait été mise à l'index 15 ans plus tôt. Et pourtant elle tourne, si se mueve. Le géocentrisme issu d'Aristote est ainsi déclassé au profit de l'héliocentrisme copernicien. Il est donc un débat de moindre portée que celui de rabaisser les sciences sociales, puisqu'elles n'auraient pas atteint la maturité des sciences de la nature. En toute discipline, l'effort doit être permanent et les évolutions incessantes car tout a son terme. Les choses connues sont peut-être de moindre importance par rapport à celles à découvrir. Un auteur ne disait-il que ce qui est connu est une goutte d'eau, face à l'océan de l'inconnu ? Mère Teresa disait : nous réalisons que ce que nous accomplissons n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Mais si cette goutte n'existait pas dans l'océan, elle manquerait. Tout compte fait, la marge de manœuvre est encore large pour toute science pour son évolution voire sa remise en question. Le cas des sciences sociales requiert une attention encore plus soutenue, car on y a décelé plus de dérapages qui ont desservi sa trajectoire dans l'accumulation des connaissances. Plusieurs attitudes condamnables ont vicié la rigueur du scientifique, notamment celles liées au penchant idéologique ou politique. Et Jean-Baptiste Durosel suggère de les pourchasser faute de quoi les sciences humaines se condamneraient à ne guère progresser. Il évoque ainsi 4 de ces fantasmes. Le pseudo-cercle vicieux. L'abus des explications par la lutte des classes conduit au type de raisonnement suivant. Les sciences de l'homme diffèrent des autres en ce que nous en sommes les objets.
Or, chaque homme appartient à une classe sociale dont il est l'expression, c'est-à-dire dont il possède les préjugés. Donc une science de l'homme étudiée par un bourgeois serait une science bourgeoise, et non la science. Autrement dit, aucune science humaine ne peut être objective. Par conséquent, c'est la seule science. Les seuls savants sont les partisans convaincus du prolétariat et de son « avant-garde ». La scolastique et la glose. Sournoisement, la scolastique est le pire ennemi de la science, d'autant plus qu'elle se rattache à une évidente nécessité humaine. Comme je ne peux posséder qu'une infime parcelle des connaissances humaines, pour toute l'immensité du reste, je dois croire ce que me disent d'autres hommes. D'ailleurs, même si je suis créateur, je n'ai acquis le peu que je sais que par l'enseignement oral ou écrit d'autres hommes. Ma création ne constitue qu'une part infime du patrimoine. C'est ainsi que dans les époques d'apparent déclin intellectuel, on se raccroche aux anciens. Aristote pour la philosophie, Hippocrate et Galien pour la médecine, Vitruve pour l'architecture. La glose consiste à commenter des textes et non à rechercher la vérité objective. Notons d'emblée que c'est une forme de recherche extrêmement féconde sur un point. Qu'a voulu dire tel écrivain, tel penseur? Quels ont été ses processus intellectuels? Comment a-t-il évolué? S'agit-il d'un vrai grand homme? Les résultats sont intéressants, car le grand homme est celui qui crée, et il faut pénétrer ses intuitions, ses raisonnements. On peut néanmoins rétorquer à Durosel que la glose est loin d'être péjorative, dans la mesure où par modestie, les scientifiques sont appelés à la connaissance des travaux des uns des autres. Travailler en vase clos n'est l'attitude idoine d'un chercheur. Pour éviter la dispersion ou l'arrogance qui fait que chacun en son jargon et s'érigeant en un Dieu connaissant, n'a besoin que de lui-même pour connaître. Pour justement conjurer le mal qui consiste à créer à tout va, et à recréer la roue, il est indispensable de faire connaître les travaux antérieurs. Comment cela serait-il possible sans la glose? L'effort scientifique de dépassement de la spéculation philosophique veut que l'intercommunicabilité des résultats des chercheurs circule dans la communauté des scientifiques. Un autre besoin est celui lié à la convergence langagière qui veut que les chercheurs arrivent à l'unification du langage scientifique, avec des énoncés et concepts réunissant le consensus le plus large possible. Autrement, on reviendrait aux premiers écueils qui voyaient en chaque penseur un îlot de souveraineté qui n'apprendrait que par intuition, ou sous la dictée des esprits. Les résultats de la recherche scientifique doivent être mis à la portée de tous pour permettre la vérification, la réification, la réfutation, l'amplification, etc. La création des essences ou réification des concepts. Beaucoup d'esprits ignorent à quel point il est facile de créer des concepts, et surtout les mots qui les désignent. Le temps qu'il faut pour lire un gros ouvrage d'histoire suffira pour tout esprit délié à en fabriquer des milliers et à imaginer les mots appropriés. Dans les sciences humaines, il en va exactement de même. Au surplus, l'homme s'est tellement intéressé à son espèce, l'a étudié avec tant de raffinement qu'il dispose déjà de vocabulaire riche, étendu et flexible. Il résulte de tout cela que la création de concepts, loin d'être l'exercice principal des prétendus savants, doit rester exceptionnelle. Le mathématisme. Il consiste à tout vouloir traiter mathématiquement comme si les mathématiques représentaient l'achèvement par excellence de l'esprit humain, et étaient destinées à s'emparer de tout le reste. Or les mathématiques qui sont par excellence la raison discursive, qui recule les limites d'un raisonnement implacable et sans faille à des distances toujours plus grandes, ne constituent l'achèvement, en ce qui concerne l'homme, que pour l'étude de sa partie raisonnable. Applicable à tout ce qui est matière, y compris la matière vivante, elle bute contre le fait que l'homme, nous le savons, n'est pas totalement un être de raison. Hors de la raison, il y a les besoins animaux, les instincts, l'inconscient, les passions, les valeurs, la beauté, l'amour, la générosité, la cruauté, bref tout le qualitatif. La percée behavioriste avait justement eu pour souci d'insérer le plus de quantification, de mathématisation et de chiffres possibles dans les sciences molles. Les résultats n'ont pas toujours recueilli l'unanimité des chercheurs, dont certains se sont moqués de cette course effrénée vers une quantification qui relevait plus de l'esthétique et de l'habillage que d'une véritable avancée dans l'explication des phénomènes sociaux. Mais le labeur valait la peine d'être tenté, car il s'est avéré que certains aspects des actions humaines n'étaient pas nécessairement antinomiques au chiffrage qui captait des régularités et des répétitions l'agir quotidien des individus.
Il a donc été nécessaire d'en tenir compte et de capitaliser l'apport indéniable quoique modeste de la quantification. Certaines sciences l'ont d'ailleurs poussé le plus loin possible, au point d'en dégager des champs particuliers de la recherche dans leur discipline. On peut citer avec bonheur les sciences économiques avec l'économétrie, la sociologie avec la sociométrie et la biologie avec la biométrie. L'économétrie est d'ailleurs allée plus loin que la simple application des mathématiques à l'économie. En sus, elle se refuse à être assimilée à la statistique économique. Elle se veut le mariage de 3 disciplines, la statistique, la théorie économique et les mathématiques. Pour ainsi dire, son essence est selon Frisch, la pénétration mutuelle de la théorie économique quantitative et de l'observation statistique. Elle a la prétention d'expliquer les phénomènes économiques, en essayant d'en identifier les causes. Loin de toute euphorie, il y a lieu de considérer malgré sa fulgurante évolution, l'économétrie ne permet pas toujours de tester les théories économiques. En 1939 déjà Keynes disait « La méthode de l'économétrie n'est ni une méthode de découverte, ni une méthode de critique. C'est un moyen de donner une précision quantitative à ce nous savons déjà, en termes qualitatifs, selon le résultat d'une analyse théorique complète. » Idem page 7. En sociométrie, malgré d'indéniables succès engrangés, il y a lieu de reconnaître avec Guilbault que le moteur permanent de toute activité statistique est le suivant. Le réel est toujours trop complexe et la description exhaustive est improbable. Bien entendu, on a pu tirer le meilleur des méthodes et modèles statistiques de moyenne, de distribution statistique, de la théorie des erreurs, des processus aléatoires, de probabilité, de lois de hasard, etc. Malgré tout, des auteurs aussi profonds que Laplace, Lacroix, Poincaré, Lassalle, Paul Lévy-Poisson, sont d'un apport irréfutable dans l'analyse des faits sociaux sur des modèles statistiques. Il faut néanmoins ne pas céder à un enthousiasme béat, car comme conclut Bertrand, c'est avec grande défiance qu'il faut sur les traces de Condorcet éclairer les sciences morales et politiques par le flambeau de l'algèbre. À ce sujet, l'expérience la plus aboutie est celle menée par Émile Durkheim dans Le Suicide où l'application des mathématiques, l'utilisation des statistiques et la quantification débouchent sur des résultats solides. Il en est même sorti la prise en compte d'un nouveau champ des connaissances, la statistique sociale, prélude à la sociométrie. La difficulté demeure donc dans la mesure où l'effort d'assimiler les sciences sociales aux sciences de la nature n'a pas toujours produit des résultats profitables à l'évolution de la compréhension et de l'explication des faits sociaux. Une plongée dans l'histoire de la pensée et de la naissance des sciences, ou carrément de la science, nous permet d'atténuer la virulence des débats ci-dessus. Section 2. À l'origine du savoir. On peut constater qu'à l'origine, la réflexion, le savoir, la connaissance, la pensée, l'activité intellectuelle de compréhension du réel, la production d'idées, la cogitation, l'explication du monde environnant et de l'humain sont du ressort du sacré ou du magico-religieux. Tout se ramène aux forces surnaturelles, et la meilleure instance d'élucidation est le surhomme détenteur d'un savoir dicté par les dieux avec qui il est le seul à entrer en contact. Le prêtre, le sorcier, le féticheur, le forgeron, le plus ancien ou l'élu de ces forces surnaturelles sont les intermédiaires à travers lesquels les vérités immanentes sont décryptées au profit de l'humanité. L'évolution historique va permettre l'enclenchement d'un processus de désacralisation du savoir, et l'entrée des profanes dans les cercles restreints des détenteurs de cette denrée rare qu'est le savoir. Même la transmission de ce savoir relève des rituels ésotériques, qui ne permettent pas une large diffusion. Une sorte de révolution s'opère et donne lieu à une connaissance dévalorisée, édulcorée, dégradée, à laquelle peuvent accéder des non-initiés. À côté de la connaissance sacrée, va alors exister une forme nouvelle qui s'évertue à expliquer les choses par un effort de réflexion, et non plus par le seul fait de la révélation. Elle reste encore encastrée dans le sacré. Elle s'érige comme philosophie dont les fondements puisent dans la morale, la théocratie, l'hygiène de vie. Cette philosophie, même si elle ne prend partout la même appellation, est connue de tous les peuples du monde entier. Elle n'est pas l'apanage de la Grèce antique. Il est certes vrai que c'est en Grèce qu'elle va connaître une fulgurante ascension, et avec le support de l'écriture et les traductions, le foyer grec apparaîtra comme l'unique source de la spéculation intellectuelle. Pourtant dans toutes les sociétés,
la philosophie est omniprésente et marque de son empreinte la vie en communauté. À l'origine, la philosophie est cosmogonique et holiste. Elle pense tout, et intègre tout dans sa quête de compréhension. Elle s'interroge sur tout et questionne tout. Elle s'émerveille de tout, s'étonne de tout et veut tout éclairer. Comme l'écrit Jeanne Hersch, dans les temps anciens la profession de philosophe n'existait pas, les philosophes étaient en même temps des savants, des mathématiciens, des géomètres, des astronomes. Ils s'intéressaient aux éclipses du soleil et de la lune, au nombre et au calcul, aux figures de la géométrie et à leurs propriétés. Ainsi l'école de Milet, en Asie mineure, a été fondée par Thalès, l'inventeur du théorème faisant du cercle le lieu géométrique des angles droits construits sur un segment de droite. La raison de cette omniscience est le fait qu'au commencement, il n'y a pas de distinction entre la science et la philosophie, ou du moins elles ne sont pas clairement distinguées. D'ailleurs Diderot met en garde les philosophes en essayant de définir la philosophie dans les mêmes termes que la science. Il signifie que l'apprentissage ou l'amour de la sagesse, ce que l'on nomme philosophie, n'est pas différent d'une recherche de la connaissance conduite sous l'autorité de la raison, connaissance qu'il nomme science. Pierre Wagner trouve cela polémique, même si Diderot continue sa mise en garde aux philosophes, qu'ils s'efforcent de connaître uniquement ce qui est susceptible de l'être, et qu'ils ne confondent pas cette recherche de la connaissance avec par exemple, ce qui relève de l'autorité de l'Église ou d'un auteur respecté, des préjugés, de l'opinion, etc. Cela s'entend dans la mesure où la philosophie se concevant comme la nouvelle façon de questionner le monde, on admet qu'elle s'interroge sur les principes premiers de toute chose, être humain, la société, l'univers, et sa démarche repose sur l'argumentation et la recherche des preuves. Elle se présentait volontiers sous un jour paradoxal, et la réflexion consiste à ne pas se laisser prendre aux apparences qui peuvent être vaines ou trompeuses, pour s'attacher au contraire à ce qui constitue la vérité profonde des événements ou encore le fond caché des choses. Or, comme le dit Jean-Paul Dumont, la philosophie naît de la volonté de révoquer en doute toute l'illusion commune. Et pour Jean-François Dortier, cette philosophie ne se sépare pas vraiment à l'époque de ce que l'on nomme aujourd'hui la science. Car le philosophe est aussi un savant, rompu à la géométrie, aux mathématiques, à l'astronomie. On dit que Platon voulut inscrire sur le fronton de son académie que nul n'entre ici s'il n'est géomètre. La situation est telle que depuis Platon au moins, la plupart des philosophes nomment des domaines particuliers du savoir, souvent distingués les uns des autres par leur objet et reconnus comme des sciences, depuis Aristote, lorsqu'ils satisfont une certaine exigence démonstrative. Quelques exemples bien connus. L'arithmétique est science des nombres, la géométrie science des figures, l'astronomie s'occupe du mouvement des planètes et des étoiles, la météorologie est science des météores ou phénomènes qui se produisent dans l'atmosphère, la dioptrique est science de la réfraction, etc. Si à ce niveau, la distinction se fait entre science et philosophie, pendant la période présocratique, il s'agit de distinguer, comme le fait Parménide, la science en tant que connaissance vraie de l'être dans son immuable identité d'une part, et d'autre part, la connaissance que nous avons du monde extérieur où nous vivons. Cette dernière il l'appelle doxa, c'est-à-dire opinion. Pour lui, la vérité logique prime de loin la connaissance empirique, la rationalité prime l'expérience. Mais la connaissance des sciences ne suffit pas pour être philosophe. Il ne suffit donc pas d'être astronome, physicien, géomètre pour être philosophe. Cependant le philosophe, dans le but d'acquérir la sagesse, a un ardent besoin de connaître les autres sciences. Pour ainsi dire, les savoirs obtenus d'autres domaines jouent le rôle de propédeutique à la philosophie, de sorte qu'Aristote par exemple, ne fait aucune différence entre la science et la philosophie. Platon défendait la même position sauf qu'il ne considérait pas la physique comme faisant partie de la philosophie, à l'inverse d'Aristote. Les stoïciens qui définissaient la philosophie comme un exercice conduisant à la sagesse, la posaient comme la science des réalités divines et humaines. Ces mêmes réalités étaient censées relever du domaine de la science. Pour eux, la philosophie comme science se divisait en une première branche, la physique, qui enquêtait sur la nature, en une deuxième branche, la logique, qui permettait à l'homme de connaître sa propre raison, et la troisième, l'éthique, qui s'occupait de la manière d'agir. Dans l'Antiquité, les idées qui connaissent malgré tout une évolution permettent de constater trois attitudes face à la science. 1. Le rejet des mathématiques.
voire de la physique et de la logique, hors du champ de la philosophie, ce qui exprime une forme de scepticisme à l'égard des sciences, alors identifiées à des arts, c'est-à-dire des ensembles de procédés obéissant à des règles, tendance socratique et sceptique. 2. L'identification des champs de la philosophie à la science de la conduite de la vie, tendance stoïcienne, et l'inclusion de la physique dans la philosophie, stoïcien épicurien. 3. L'identification des champs de la science à ceux de la philosophie, tendance platonicienne et aristotélicienne. Aristote appelle les premiers philosophes, les présocratiques, ceux qui discourent sur la nature, le distinguant de ceux qui discourent sur les dieux. Ainsi, le premier objet de la philosophie était la nature. Quelle est-elle ? Nature, du grec physis, est différente de la convention ou loi, du grec nomos. Pour les penseurs de l'époque, il importe de découvrir la nature et la différencier de la convention, de ce que les hommes conviennent ou créent. Il en est ainsi des lois, sont-elles naturelles ou conventionnelles ? La science, de la nature, est donc une des parties de la philosophie. La préoccupation principale est l'explication du monde. Notons qu'à ce même souci d'explication du monde et de compréhension de la nature semble répondre l'effort des premiers physiciens ou naturalistes que l'on nomme physiologues, simple transcription du grec, le terme étant formé sur les radicaux physis et logo qui désignent, le premier la nature en tant qu'elle croît, change et évolue, le second la science ou le discours portant sur les choses. La querelle déclenchée entre différentes sciences serait moins exacerbée, si tout le monde prenait le soin d'effectuer une plongée à la racine de la science. Celle-ci tire ses origines de la philosophie, et aucun domaine du savoir ne peut se dérober quant à sa genèse. Mais convenons-nous-en, la philosophie n'est pas la science dans l'acception moderne et à la suite de la révolution du XVIIe siècle. Mais s'il n'y avait pas eu de philosophie, il n'y aurait jamais eu de science. Car ainsi que l'a souligné Martin Heidegger, si le fait de faire de la physique est affaire de science, le fait qu'il y ait eu une manière physicienne de voir le monde est une affaire de philosophie. Pourquoi ? Parce que voir le monde de façon rationnelle et objective ne va pas de soi. Comme l'a montré Max Weber, 1864 à 1920, il a fallu pour en arriver là une véritable révolution de l'esprit. Avec l'apparition de la philosophie au VIe siècle avant Jésus-Christ, surgit un tournant. On passe d'un monde enchanté, où le mythe mêle des éléments subjectifs et religieux à l'appréhension du réel, à un monde déchanté, qui tente de ne laisser subsister qu'un rapport objectif aux choses. Max Weber a désigné cette transformation par une formule demeurée célèbre, le désenchantement du monde. Une telle approche ne s'est pas faite sans bouleversement, conclut Bertrand Vergely. Section 3, Philosophie et sciences. Un autre tournant fondamental s'opère au XVIIe siècle, lorsqu'apparaît la nouvelle philosophie ou science. L'ancienne philosophie ou science, traditionnelle et principalement aristotélicienne, cède la place à une nouvelle manière de concevoir les choses. La partie de cette philosophie nouvelle qui connaît le plus de succès est la science de la nature. En raison de ce succès, la nouvelle science de la nature devint de plus en plus indépendante de la philosophie. La distinction entre science et philosophie n'a pas toujours été de mise. C'est au fur et à mesure de l'évolution historique qu'elle apparaîtra pour se mettre en place, sans, toutefois, réussir à déconnecter totalement les notions. L'histoire de toute science permet d'établir ce lien avec la philosophie et leur apparentement. En définitive, toutes les sciences procèdent et proviennent de la philosophie. Par son questionnement, qu'est-ce que ce ? La philosophie se réfère à la nature des choses, forme et caractéristiques de la chose. La philosophie est donc à l'origine de la réflexion, de l'étonnement, du questionnement, du pourquoi et du comment des choses. Qu'il s'agisse de sciences de la nature que celles de l'homme, l'origine est commune. Puis, petit à petit et de proche en proche, elles ont commencé à s'émanciper de la philosophie et à s'éloigner de la scolastique, de la métaphysique et de la religion. D'abord celle de la nature puis celle de l'homme. Entre-temps, la philosophie s'était engluée dans la spéculation, l'enchantement et l'émerveillement. Elle est certes restée une quête des causes, souvent premières des choses sans fournir nécessairement les clés d'explication ou de compréhension des choses. Le pourquoi et le comme, les relations entre les choses semblaient ne plus la préoccuper tant elle se focalisait sur le quoi, ontologique.
À son époque, Emmanuel Kant assignait à la philosophie un champ très vaste qui lui permettait de répondre aux 4 questions suivantes. Que puis-je connaître? Que dois-je faire? Que m'est-il permis d'espérer? Qu'est-ce que l'homme? Par modestie, les philosophes modernes ont suggéré de restreindre cette vastitude à des espaces plus réalisables, d'autant que les sciences humaines et celles de la nature se sont soustraites du joug de la philosophie. En reformulant les questions de Kant, on peut leur faire correspondre les 4 grands domaines de la philosophie contemporaine. La philosophie de la connaissance et de l'esprit cherche à répondre à la question « Que puis-je connaître ?» La philosophie morale poursuit la quête du « Que dois-je faire ?» La philosophie politique renvoie à la question « Que puis-je espérer ?» Enfin, à l'interrogation « Qu'est-ce que l'homme ?» répond une anthropologie philosophique forgée par les penseurs de la condition humaine. Ce cursus d'obédience européenne n'épuise pas toute la question des rapports entre la science et la philosophie. En effet, la brillante civilisation arabe avait déjà élaboré de fulgurantes prouesses dans la science et la philosophie bien avant l'apogée hellène, romaine ou tout simplement européenne. Les sciences de la langue étaient déjà très élaborées à travers notamment le Coran qui relate les faits du prophète Mahomet, hadith, la psychologie avec Avicenne et Averroès, l'histoire, avec des genres particuliers comme les tabaqat, la géographie, avec un point d'honneur pour la géographie mathématique, etc. Rochdi Rached écrit « Entre le 8e et le 15e siècle, la recherche scientifique la plus avancée se faisait en arabe. L'arabe était alors la langue de la science, depuis l'Espagne jusqu'aux confins de la Chine. » In Le Pelletier, T. page 21. Quant aux Chinois, il suffit de citer quelques-unes de leurs découvertes pour se convaincre de l'évolution de leurs sciences, technologies et philosophie. Le harnais, l'étrier, la porcelaine, la fonte, l'acier, la poudre, le papier, l'imprimerie, la monnaie, l'horloge mécanique, la monture équatoriale, la brouette, le piston, la manivelle, le bateau à roues, la boussole. Force est donc de constater, note Jean-Marc Bonnet-Bidot, que la révolution scientifique, qui démarre en Europe au XVIe siècle à partir des découvertes de Galilée, est largement basée sur ses échanges de connaissances avec la Chine. De fait, prisonniers de leur conception du cosmos, les jésuites enseigneront jusqu'au XVIIIe siècle le modèle géocentrique des sphères grecques en raison de la condamnation de l'Église de la révolution héliocentrique de Copernic, publiée en 1543. Ils apportent donc en Chine une vision déjà dépassée de l'astronomie. À cause de cette vision étroite, ils passeront à côté de la richesse des cosmogonies chinoises où sous la dynastie des Hans +206+220, étaient déjà conjointement discutées 3 descriptions du monde différentes. Geshan, terre plate, Untian, terre ronde, et Xuanye, terre dans le vide infini. Il a fallu plusieurs années d'erreurs transformées en connaissances immuables pour passer du paradigme ptoléméen au paradigme copernicien, par la transformation du rapport entre le Soleil et la Terre. En fait, leur permutation conceptuelle, le centre est devenu périphérie et vice-versa. De grands penseurs chinois dominent l'histoire de la philosophie, de la stratégie, de la méditation. On peut se référer aux travaux de Confucius, de Zhuangzi, de Laozi, de Sun Tzu, la philosophie du yin et du yang, le taoïsme, le bouddhisme, le moïsme, fondé par Mozi en réaction au confucianisme et qui rejette les rites et la musique qui font inutilement perdre le temps à la société et prônent l'amour universel. Quant à l'Afrique longtemps tenue pour quantité négligeable dans le développement de la philosophie et de la science, on sait maintenant que tout part d'Afrique. Elle est le foyer de la première civilisation connue, l'Égypte. Les Grecs qui excellent en philosophie et en sciences sont tous unanimes pour reconnaître l'origine égyptienne de leurs connaissances. Ils avouent avoir appris de l'Égypte ancienne. Les Égyptiens sont les initiateurs de la science et de la philosophie. La seconde génération des philosophes grecs d'Élée qui créent l'école éléate font une avancée notable. La philosophie devient plus abstraite par rapport à l'école ionienne. Mais l'origine égyptienne de la philosophie n'est contestée par aucune de ces 2 écoles. Pythagore va même jusqu'à reprendre une vérité longtemps connue en Égypte. Le nombre entier est à la base de la construction de l'univers car avec 1, on construit par addition tous les autres nombres. On peut rapporter les éléments tirés de travaux de Cheikh Anta Diop. 2000 ans avant Archimède, les Égyptiens avaient déjà établi la formule de la surface de la sphère, S = 4, R puissance 2.
Les Égyptiens ont inventé la balance et le calendrier. Selon Struve, il n'y a aucune raison de rejeter le point de vue des écrivains grecs selon lequel les Égyptiens étaient les maîtres des Grecs en géométrie. Les Égyptiens ont développé des connaissances très avancées et théoriques concernant la quadrature du cercle, en trigonométrie, en algèbre, en chimie, en architecture, etc. Kalamba Enesapéo retient que les Grecs attribuent aux Égyptiens leur véritable mérite dans l'éclosion des sciences et de la philosophie. Hérodote traite Pythagore de simple plagiaire des Égyptiens. Jamblique, biographe de Pythagore, écrit que tous les théorèmes des lignes, géométrie, viennent d'Égypte où ce dernier apprit la géométrie, l'astronomie, etc., après y avoir séjourné pendant 22 ans à l'école des prêtres noirs égyptiens. Point sur les conseils de Thalès, premier élève grec des Égyptiens. D'après Démocrite et Aristote, rapporte Cheikh Anta Diop, il n'y a pas de doute, les prêtres égyptiens gardaient jalousement derrière les murs épais de leur temple, une science hautement théorique. Pareille affirmation venant d'Aristote en particulier, a une portée colossale, car nul n'était mieux placé que celui-ci pour savoir ce qu'il en était de la science égyptienne. Dans son livre Antériorité des civilisations nègres, Cheikh Anta Diop écrit « Tout indique qu'à l'origine, à la préhistoire, au paléolithique supérieur, les nègres furent prédominants. Ils le sont restés aux temps historiques pendant des millénaires sur le plan de la civilisation, de la suprématie technique et militaire. Et dans civilisation ou barbarie, il passe en revue l'apport scientifique du monde noir égyptien à la Grèce en particulier et montre que la science égyptienne, en dépit d'une légende tenace, était hautement théorique. Il relève les emprunts inavoués que les savants grecs ont faits à la science et à la philosophie égyptienne. On doit à Cheikh Anta Diop la démonstration que les Égyptiens nègres sont les plus anciens guides de l'humanité dans la voie de la civilisation, que ce sont eux qui ont créé les arts, la religion, en particulier le monothéisme, la littérature, les premiers systèmes philosophiques, l'écriture, les sciences exactes, physique, mathématiques, mécanique, astronomie, calendrier, la médecine, l'architecture, etc. À une époque où le reste de la Terre, Asie, Europe, Grèce, Rome étaient plongés dans la barbarie. Depuis l'histoire ancienne, la science et la philosophie étaient entremêlées. Leur déconnexion n'a pas rompu tout lien de cousinage. Chaque fois que la science a connu des déboires, elle a tôt fait de se ressourcer à la sève de la philosophie. Il n'y a donc aucun orgueil à tirer de la part des sciences en termes de supériorité, les unes par rapport aux autres. Elles sont des branches plus ou moins hautes d'un même arbre dont la racine pivotante demeure la philosophie. Les sciences sociales qui nient toute scientificité à la discipline des relations internationales, se fourvoient et manquent une belle opportunité d'un enrichissement mutuel. Toute science apparaît par nécessité. Elle s'épanouit par des efforts de rectification, lorsqu'elle tombe dans les erreurs inévitables sur le parcours de toute science. Toute science avance par essai et erreur, par conjecture, supposition, hypothèse et réfutation, remise en question. Elle balbutie, tâtonne, hésite, avance, recule, saute, s'envole et parfois tombe. Jean-François Dortier rappelle ces évidences à travers la recension des œuvres de 5 philosophes de la science. Selon Karl Popper, 1902 à 1994, Une logique de la découverte scientifique, 1934. Une théorie scientifique forme un corps d'hypothèses ou de conjectures, dont la validité se mesure à sa capacité à résister à des tests ou à des expériences cruciales qui pourraient la falsifier, autrement dit l'infirmer. La science progresse par conjecture et par réfutation. Pour Popper, le propre de la science réside dans sa capacité à se corriger elle-même et non dans le fait de proposer des vérités définitives. Pour Thomas Kuhn, 1922 à 1996, l'histoire des sciences évolue par cycle. À une époque donnée, un paradigme, théorie dominante, s'impose jusqu'à ce qu'émerge une période de crise. Une révolution scientifique s'ouvre alors, qui verra l'émergence d'un nouveau paradigme dominant. The Structure of Scientific Revolution, 1962. Selon Imre Lakatos, d'origine hongroise, 1922 à 1974, chaque science inscrit son activité dans des programmes de recherche qui sont des cadres de pensée ordonnant et fixant les orientations de recherche. Un programme de recherche scientifique est formé d'un noyau dur, ensemble d'hypothèses qui forment le cœur de la théorie, et d'hypothèses auxiliaires qui forment une sorte de ceinture protectrice. C'est sur ces dernières hypothèses seulement qu'on peut se permettre une heuristique positive,
c'est-à-dire une remise en question systématique. Pour Paul Feyerabend, 1924 à 1994, une histoire anarchiste de la connaissance, il n'est pas de méthode scientifique rigoureuse. L'histoire livre de nombreux exemples de théories valides alors qu'elles recèlent des contradictions internes ou qu'elles sont en contradiction avec certains faits. Au dire de Gaston Bachelard, 1884 à 1962, la formation de l'esprit scientifique, la pensée possède deux versants, la raison et l'imagination. La science doit se défaire de la puissance évocatrice de l'imagination pour atteindre une rationalité abstraite. La science est une lutte permanente contre les erreurs et les images trompeuses. L'esprit scientifique se constitue sur un ensemble d'erreurs rectifiées. Malgré la déconnexion entre la science et la philosophie, cette dernière continue à aiguiller la marche et la démarche de la première. Mais il demeure évident qu'une différence de nature entre science et philosophie, rendue aiguë par le recul accusé par celle-ci, a fini par faire problème. En effet, la science a connu des progrès que malgré tout ne la dispensent pas de se penser comme d'origine philosophique. De son côté, la philosophie n'a pu longtemps se faire passer pour science, pas plus qu'elle n'a pu vraiment s'en dissocier. D'où le statut ambigu de cette science recherchée, qu'a été la métaphysique, ou la philosophie première. La science recourt, ce faisant, aux matériaux élaborés par la philosophie, dans la découverte de la vérité. Malheureusement, la mutilation de l'humain qu'entreprend la science la mutile elle-même. En cloisonnant les domaines du savoir en autant des disciplines parcellaires pour le besoin de la spécialisation, la science a produit des monstres qui, comme dans la boîte de Pandore, rechignent à regagner leur biotope naturel. Malencontreusement, Lévi-Strauss soutient que le but des sciences humaines est non de révéler l'homme, mais de le dissoudre. Cette sortie de route fait réagir Edgar Morin qui considère que toutes les sciences, tous les arts éclairent chacun sous son angle le fait humain. Mais ces éclairages sont séparés par des zones d'ombre profondes, et l'unité complexe de notre identité nous échappe. La nécessaire convergence des sciences et des humanités pour restituer la condition humaine ne se réalise pas. Absent des sciences du monde physique, alors qu'il est aussi une machine thermique, disjoint du monde vivant, alors qu'il est aussi un animal, l'homme est découpé en fragments isolés dans les sciences humaines. Pour lui, en désintégrant l'humain, on élimine l'étonnement et l'interrogation sur l'identité humaine. Il faut, écrit-il, réapprendre à la questionner, du coup, comme l'a dit Heidegger. Questionner fait voler en éclats la mise en boîte des sciences dans des disciplines séparées. Retrouver le chemin perdu requiert de la perspicacité et de la clairvoyance qui nous commandent de recomposer par moments le couple science-philosophie. Cela n'est possible qu'avec le recours à la méthode qui englobe la complexité. Celle-ci n'a pas pour mission de retrouver la certitude perdue, et le principe un de la vérité. Elle doit au contraire constituer une pensée qui se nourrit d'incertitude au lieu d'en mourir. Elle doit éviter de trancher les nœuds gordiens entre objet et sujet, nature et culture, science et philosophie, vie et pensée. Ce qui anime cette recherche, c'est l'horreur de la pensée mutilée mutilante, c'est le refus de la connaissance atomisée parcellaire et réductrice. C'est la revendication vitale du droit à la réflexion. C'est la conscience que ce qui nous fait le plus défaut est, non la connaissance de ce que nous ignorons, mais l'aptitude à penser ce que nous savons. C'est enfin et surtout la volonté de substituer à l'euphorie d'une connaissance incapable de se connaître elle-même, la recherche inquiète d'une connaissance de la connaissance. La science a beau se présenter en une instance qui administre son magistère du haut de sa suffisance, les faits sont là pour lui rappeler les carences de sa démarche et les faussetés qui émaillent son parcours. Que de mythes, que d'idéologies, qu'approximations, que vraisemblances érigées en vérités immuables et absolues. Aussi, conseille Edgar Morin, lorsque la pensée découvre le gigantesque problème des erreurs et illusions qui n'ont cessé et ne cessent de s'imposer comme vérité au cours de l'histoire humaine, lorsqu'elle découvre corrélativement qu'elle porte en elle-même le risque permanent d'erreur et d'illusion, alors elle doit chercher à se connaître. Se réinterroger sur elle-même et sur l'état des connaissances accumulées permet à la science, à travers l'autocritique, de rebondir et de corriger sa trajectoire. Aucune arrogance n'est à même de la sauver. Si elle pousse l'outrecuidance jusqu'à se constituer elle-même en un tribunal pour juger seulement certains domaines et pas d'autres, elle s'engage dans la voie de la perdition. Pire,
si elle se pense comme omnisciente et capable d'atteindre l'objectivité la plus parfaite, elle tombe dans l'extrémisme qui la dessert en définitive. Lorsque paraît en 1929 à Vienne le manifeste sur la conception scientifique du monde, on croit découvrir la pierre philosophale, la clé du sésame. Pourtant, on est tombé dans le scientisme. Des savants pensaient que l'esprit spéculatif et métaphysique pouvait être extirpé de la science pour l'épurer. Ce cercle de Vienne a la certitude d'élaguer de la science toutes les scories provenant de la métaphysique, et qui obstruent la vue de la vraie science. Pour les auteurs du manifeste, seule la vraie science, fondée sur la démonstration rigoureuse, rompue aux méthodes strictes et le recours à l'observation sont en mesure de faire évoluer la connaissance. Ils privilégient les propositions logiques et mathématiques propices à une certaine cohérence, ainsi que les propositions empiriques en accord avec les faits réels. En dehors de ces deux catégories, il n'y a point de salut pour la science. Le célèbre Wittgenstein, dans Tractatus Logico-Philosophicus, 1921, est parmi eux, mais l'entreprise un fiasco car il n'innove en rien étant donné les échecs cuisants des classiques qui s'étaient essayés dans la même voie. Section 4, Sciences de la nature et sciences de l'homme. Des philosophes naturalistes avaient déjà tenté d'établir la science comme pouvant relever des mêmes déterminismes que ceux observés dans le monde physique. Ainsi John Stuart Mill, Émile Durkheim et Auguste Comte pensaient que les phénomènes humains pouvaient faire l'objet d'une connaissance scientifique qui n'était pas essentiellement différente, du point de vue de la méthode, des sciences de la nature. On voit alors Comte inventer la physique sociale, qu'il appelle également la sociologie. Mill fait de même avec les sciences morales alors que voulant étudier les faits sociaux comme les autres phénomènes de la nature, crée le chosisme. On sait ce qu'il en a été. Il a fallu attendre Wilhelm Dilthey, Introduction aux sciences de l'esprit, 1883, pour revenir à la tempérance en pensant que les sciences de l'esprit ont des méthodologies propres et fort différentes de celles de sciences de la nature qu'elles ne doivent pas nécessairement copier. En fait, il distingue l'objet des sciences de la nature qui consiste à expliquer les phénomènes de la nature, de celui des sciences de l'esprit s'efforçant de comprendre les phénomènes de l'esprit. À cette étape, il y a lieu d'insister sur les débats assez tranchants qui divisent les tenants du modèle unitaire, les dualistes et les pluralistes. Le modèle unitaire est foncièrement lié au courant positiviste qui met en exergue l'expérimentation, l'objectivisme, le réductionnisme. Cette école de pensée est inaugurée par Auguste Comte, qui veut rompre avec la métaphysique et l'émancipation de la science vis-à-vis de la philosophie. Le privilège est accordé aux faits, ou mieux à la factualité des faits. Par voie de conséquence, il s'ensuit la négation des théories antérieures qui ramenaient les faits sociaux et culturels à un champ spéculatif. Pour le positivisme, les sciences doivent s'ériger sur la base du modèle des sciences de la nature, en élaborant des inventaires, la description, l'expérience. C'est à ce prix qu'elles gagneraient en autonomie et en crédit. Le dualisme est défendu notamment par Dilthey qui pose les faits humains comme relevant de la culture, et sont donc imprégnés d'intentionnalité. Pour leur appréhension, il faut privilégier une démarche particulière qui est foncièrement interprétative, car elle cherche à comprendre et non à expliquer les sens que les acteurs attribuent à leurs actes. C'est le domaine des sciences de l'esprit. À l'opposé, il y a les sciences de la nature qui cherchent à établir les liens de causalité entre les phénomènes observés. Leur préoccupation est l'explication, la découverte des causes qui induisent des conséquences. Enfin arrive l'état des choses actuelles qui énonce le pluralisme en ce que chaque science pose un certain nombre des critères qui lui permettent de consolider les acquis de ses parcours. Ce normativisme permet à chaque discipline de contrôler la factualité des faits qu'elle est appelée à étudier, l'objectivité des données récoltées, la valeur des preuves, la pertinence des interprétations, la fiabilité des modèles, la validité des conclusions, etc. Il n'y a pas lieu de paniquer malgré cette image capharnaüm car les sciences sociales et humaines ont une marge d'évolution, à l'aune de l'histoire de construction relativement récente. Thomas Lepelletier souligne que pour comprendre la dynamique des sciences, il faut sans conteste faire intervenir des considérations culturelles, sociologiques et psychologiques. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas également évoquer les contraintes expérimentales, ni faire intervenir des considérations conceptuelles relatives aux théories scientifiques. Mais ces multiples dimensions tant culturelles,
sociale et psychologique que conceptuelle et expérimentale, de l'activité scientifique souligne bien la difficulté à s'entendre sur une image de cette dernière aux contours bien définis. Pour Engels et Karl Marx, la valeur et le sens des sciences ne se comprennent que lorsqu'elles sont replacées dans un processus économique et social qui les dépasse et lorsqu'elles sont considérées d'un point de vue qui n'avait jusqu'alors pas été bien mis en valeur. Pour eux, cela ne signifie pas seulement que l'usage qui est fait des sciences et les effets sociaux qu'elles produisent ne sont pas indépendants du contexte économique et social dans lequel s'effectue le travail des savants, car ce contexte influence jusqu'au contenu de connaissance des sciences. La science est idéologique au même titre que la religion, le droit ou la philosophie, dans la mesure où les idées scientifiques sont aussi bien que les autres liées aux intérêts de la classe sociale dominante, ce qui n'a cependant pas nécessairement pour effet de supprimer tout caractère d'objectivité aux explications et théories scientifiques. À l'instar de Pierre Bourdieu, nous pensons que la vérité est un enjeu de lutte. Dans le domaine de la connaissance comme ailleurs, il y a concurrence entre des groupes ou collectivités pour ce que Heidegger a appelé l'interprétation publique de la réalité. De manière plus ou moins consciente, les groupes en conflit veulent faire triompher leur interprétation de ce que les choses ont été, sont et seront, écrivait Robert Merton. Cette affirmation vaut tout particulièrement pour les univers sociaux relativement autonomes que Bourdieu appelle des champs, et où les professionnels de la production symbolique s'affrontent, dans des luttes ayant pour enjeu l'imposition des principes légitimes de vision et de division du monde naturel et du monde social. Il s'ensuit qu'une des tâches centrales de la science consiste à déterminer ce que le champ scientifique a de commun avec les autres champs, champs religieux, champs philosophiques, champs artistiques, etc., et en quoi il est différent. Et la science et la philosophie ont connu des crises récurrentes dont celles liées à leurs fondements car comme le note Edgar Morin, la crise des fondements de la connaissance scientifique rejoint la crise des fondements de la connaissance philosophique, l'une et l'autre convergeant sur la crise ontologique du réel, pour nous confronter au problème des problèmes, celui de la crise de la pensée. Cela est parti du XIXe et début XXe siècle, lorsque la science ne cessait de vérifier qu'elle avait trouvé l'indubitable fondement empirico-logique de toute vérité. Ces théories semblaient émaner de la réalité elle-même, via l'induction, laquelle légitimait les vérifications-confirmations empiriques en preuves logiques et les amplifiait en lois générales. En même temps, l'armature logico-mathématique assurant la cohérence interne des théories vérifiées semblait refléter les structures mêmes du réel, conclut Morin. Cette prouesse galvanisa les intellectuels qui pensèrent, à l'instar du cercle de Vienne, qu'on pouvait fonder la certitude de la pensée à travers un positivisme logique. La science est donc une démarche intellectuelle qui acquiert des connaissances susceptibles de vérification par des participants à la profession des producteurs symboliques. Elle se caractérise par sa manière de faire qui requiert une méthodologie, une ontologie, une épistémologie, une phénoménologie, une praxéologie, une téléologie, une problématologie, etc. Elle se déroule autant en 3 dimensions. L'empirisme qui prétend être réaliste et essaie de voir le monde tel qu'il est, le subjectivisme qui s'occupe du monde comme on le construit, et la phénoménologie qui concerne la conscience jetée dans le monde et opère une synthèse entre le réalisme et le subjectivisme. Sorties de la philosophie, les sciences sociales et humaines n'en sont pas moins des créations des philosophes. Auguste Comte pour la sociologie, Adam Smith pour l'économie, Hérodote et Thucydide pour l'histoire, Machiavel pour la science politique, Ernst Weber et Wilhelm Wundt pour la psychologie, Freud pour la psychanalyse. Jean-Jacques Roche croit savoir que les relations internationales sont dues à Jean-Jacques Rousseau. Pour l'affirmer, on croit savoir qu'il se fonde sur un texte du philosophe genevois que cite en exergue Raymond Aron dans une des éditions de Paix et guerre entre les nations. En tout cas, le terme international a été forgé par le philosophe utilitariste anglais Jeremy Bentham, etc. Dans tous les cas, toutes les sciences sociales et humaines se réfèrent d'une manière ou d'une autre à Socrate, Platon, Sophocle, Aristote, Spinoza, Bertrand Russell, Foucault, Marx, Engels, Hegel, Husserl, Nietzsche, Heidegger, Sartre, Aron, John Locke, Thomas Hobbes, saint Thomas d'Aquin, saint Augustin, Montesquieu, Alexis de Tocqueville, Descartes, Diderot, Derrida, Adorno, Horkheimer, Jürgen Habermas, etc. Les sciences sociales et humaines étudient l'homme du double point de vue de sa personne et de son appartenance à un groupe, homme individu et homme en société.
Les sciences sociales sont considérées comme faisant partie de la catégorie de sciences dites nologiques, qui s'occupent de l'esprit humain, ou morales, qui s'occupent d'étudier les manifestations de l'homme dans la société. On différencie les sciences nologiques de sciences cosmogoniques, qui s'occupent de l'univers physique. D'autres auteurs, notamment Renouvier, distinguent les sciences logiques et les sciences physiques. D'autres encore ont créé la typologie sciences des civilisations et sciences naturelles. Pour distinguer la connaissance spéculative de la connaissance pratique, David Hume identifiait 3 niveaux intellectuels. 1. Le raisonnement déductif qui est en rapport avec la logique et les vérités mathématiques et métaphysiques. 2. La connaissance empirique, qui se rapporte aux relations causales apparentes qui ne sont pas en réalité rationnellement nécessaires. Et 3. Les jugements de valeur, qui dérivent d'une accumulation de faits historiques tels qu'ils ont affecté l'émotion et l'intuition humaine. Chapitre 2. La science comme mode singulier du savoir. La science ne détient pas le monopole du savoir. Par plusieurs voies l'humain a acquis à travers l'histoire des connaissances qui ont servi à l'organisation de la société, sans qu'elles ne soient scientifiques. La particularité de la science tient à un certain nombre de critères et des démarches. L'intuition, les lieux communs, l'expérience, la sorcellerie, la métaphysique, la voyance, l'alchimie, la prophétie, la magie, l'inspiration, les traditions, etc., ont été des moyens par lesquels les hommes ont eu la connaissance du monde environnement et d'eux-mêmes. Mais ces modes d'acquisition de connaissances opéraient et opèrent autrement, bien qu'ils puissent aboutir à des connaissances éprouvées voire rigoureuses. La science se singularise dans ce fatras de voies qui mènent à la connaissance par la rigueur de sa démarche, la logique interne, l'objet qu'elle poursuit, la neutralité axiologique, la méthodologie, les critères de scientificité qui passent notamment par la falsifiabilité, la vérifiabilité des résultats et éventuellement la prédictibilité, etc. Pour des raisons de commodité, nous retenons quelques critères qui consolident la démarche et le modus operandi de la science. Section 1. La problématologie. Pour s'installer et détenir ces lettres de noblesse, toute science se doit d'avoir une ou plusieurs problématiques. Or cette question fait aussi une préoccupation de la philosophie. En s'interrogeant sur le questionnement, la philosophie a senti la nécessité d'ériger un domaine de connaissance sous la dénomination de problématologie. Il est question de progrès vers une véritable théorie du questionnement, qui se focalise non sur des réponses mais sur des questions. La problématologie est cette conception de la pensée qui met au centre et au fondement des activités humaines la résolution des problèmes, donc au départ leur réflexion. Car le réel ne se donne pas, il s'interroge et c'est valable aussi bien en science que dans la pratique. Pour qu'une branche de la philosophie sécrète une nouvelle science, il faut qu'il y ait un besoin social dont la problématique n'est pas prise en charge avec satisfaction par les sciences existantes. Née pour résoudre un problème, la nouvelle science trouvera sur son parcours d'autres motivations qui justifieront son évolution. Il arrive même que les préoccupations premières ne soient plus qu'une portion congrue s'étant rapetissée comme peau de chagrin dans le parcours historique de la science en question. On peut noter par exemple qu'au XIXe siècle, les demandes faites aux sciences sociales suivent les évolutions socio-historiques et l'émergence des nouveaux problèmes de société avec par exemple, dès 1833 en France, la création au ministère du Commerce d'un bureau de statistique générale. Ou encore avec à la fin du XIXe siècle, les enquêtes qualitatives de Le Play sur le monde rural, les premières enquêtes anthropologiques pendant la colonisation, Barré 1995, Daciot 1999, ou les procédures d'optimisation des modes de travail au moment de l'industrialisation, Fayolle 1916. Le besoin qui se fait sentir dans la société incite des chercheurs à tenter d'y apporter une solution. Si aucune science existante n'y répond vraiment, la tendance étant révolutionner les approches ou à défaut de poser de problématiques nouvelles qui pourraient amener à l'invention d'une nouvelle science. Engels disait « Si la société a un besoin technique, cela est plus incitatif pour le progrès de la science que 10 universités ne pourraient le faire. » Édouard Carr apporte des illustrations de cet axiome. Il affirme le premier livre de géométrie encore existant, mentionne un ensemble de règles pratiques destinées à résoudre des problèmes concrets. Règles pour mesurer les contours d'une plantation d'arbres fruitiers, règles de tracer des limites d'un espace, d'un champ, le calcul d'un fourrage consommé par les oies et les bœufs.
C'est dans le but de promouvoir la santé que fut créée la médecine, et c'est dans le but de construire des ponts que la science de l'ingénierat vit le jour. Le désir de soigner la maladie du corps politique a donné de l'impulsion et l'inspiration à la science politique. Le besoin est le père de la pensée, la description parfaitement exacte de l'origine de la pensée humaine. Michel Mayer, 27, a développé une solide argumentation en faveur de la problématologie. Celle-ci s'insère dans la nouvelle rhétorique, qui en exergue de nouvelles prémices qui s'appuient sur le questionnement. Dans un conflit, une opposition, un combat, une hostilité qui veut voir triompher l'argument le meilleur, la victoire va à la dialectique et l'argumentation donc à la rhétorique dans l'ancienne conception, surtout aristotélicienne. Mais la problématologie veut aller plus loin en harmonisant, dans une théorie unifiée, les deux éléments de la rhétorique ancienne. Pour la problématologie, les questions soulevées lors d'une argumentation ou au cours d'une réflexion font à leur tour l'objet d'un questionnement. Les questions que nous nous posons ou celles qu'on nous pose sont-elles pertinentes ? Font-elles avancer la cause sous examen ? Quel rôle joue le questionnement dans l'évolution d'une discipline ? Le questionnement est fondamentalement le point d'enclenchement de la pensée. On s'interroge sur la manière de progresser vers de nouvelles réponses lorsque le questionnement est aride ou rendu obsolète. La seule façon d'évoluer et de sortir de cette impasse est de questionner les réponses trouvées, qui se muent à leur tour en questionnement et ainsi de suite. La problématologie est cette dimension apocritique qui permet de questionner en questionnant le questionnement. Souvent on se réfugie dans le refus de prolonger le questionnement par fatigue ou manque de temps. Pourtant la maïeutique socratique en est une éclairante illustration. On tombe donc dans le refoulement problématologique qui consiste à réfuter, à esquiver les questions et le questionnement. Pour y faire face, il faut s'inscrire dans le refoulement apocritique qui, lui, concerne le refus de réponse pour rester dans le questionnement. La problématologie est certes une théorie philosophique, mais aussi une attitude du scientifique qui ne se lasse pas d'interroger et de s'interroger même sur l'interrogation elle-même, et l'interrogation de l'interrogation. Michel Mayer s'interroge. Qu'est-ce au juste que la problématologie ? Pour lui, le propre de la philosophie est de questionner de manière radicale. Il n'est pas de privilégier les réponses qui sont certes les seuls éléments que l'on voit et dit, comme en science ou dans la vie pratique, où l'on laisse de côté les problèmes une fois qu'ils sont résolus. Cela donne le sentiment qu'ils ne sont pas essentiels dans l'élaboration de la pensée, alors qu'ils sont premiers. Pour lui, la problématologie n'est rien d'autre que l'étude du questionnement. Celle-ci émerge de ce dialogue avec la tradition comme la nécessité du pensable, comme la positivité du philosophique dans sa relation à l'historicité. À l'appui de cet argument, on peut recourir à la pensée de Morin qui stipule que pour opérer le questionnement, il faut, selon l'indication de Descartes, non pas faire choix d'une science particulière. Les sciences sont toutes unies entre elles et dépendent les unes des autres, mais accroître la lumière naturelle de sa raison. Ceci repose la question de l'unité des sciences, parce qu'elles dérivent toutes de la philosophie. Il faut alors assurer à l'homme un ancrage dans son univers, un enracinement cosmique. Qui sommes-nous ? Est inséparable d'un « où allons-nous » ? Connaître l'humain, c'est non pas le retrancher de l'univers mais l'y situer. Déjà Pascal nous avait correctement situés entre deux infinis, ce qui a été amplement confirmé par le double essor au XXe siècle, de la microphysique et de l'astrophysique, conclut Edgar Morin. Section 2, l'ontologie. En lisant autrement l'œuvre colossale d'Edgar Morin sur la méthode, on peut serrer à l'envi les différents tomes en autant d'exigences heuristiques et herméneutiques fondant la méthodologie, la méthode de la méthode, l'épistémologie, la connaissance de la connaissance, l'ontologie, la vie de la vie et la nature de la nature, la praxéologie, l'humanité de l'humanité téléologique, l'éthique. La connaissance de l'être en tant qu'étant, existant, substance, du factuel, du tangible, de la matière, peut être tenue pour fondement des préoccupations ontologiques du chercheur. L'objet, la chose, le phénomène qui attire la curiosité du découvreur en puissance qu'est le chercheur est l'esquisse de toute approche raisonnée du réel à élucider. L'ontologie est ce champ discursif qui interroge l'être dans son fond et sa forme, en tant que physiologie et morphologie. Le chercheur, sujet connaissant, connaisseur ou en quête de connaissance,
doit déployer son intelligence, son jugement sur ce qu'il veut étudier. Ce CE est l'objet d'étude, l'identité de la chose, ses caractéristiques, sa matérialité, sa factualité, sa consistance. C'est parfois ce qu'il voit, ce qu'il touche, ce qu'il sent, ce qu'il goûte, ce qu'il entend. Mais pas seulement, sinon on ne donnerait libre cours qu'à l'empirisme qui opère à travers les 5 sens. Les temps dépassent les frontières de la matérialité. Le fait social aussi d'ailleurs. Dans une première acception, on peut poser l'ontologie comme relevant de la philosophie de l'être étendue à l'ensemble de l'existence humaine, naturelle, animale, cosmique. Les questions que se pose une discipline scientifique sur ce qu'elle étudie sont d'ordre ontologique. Elle doit, sous peine de disparaître corps et biens, exprimer les matières sur lesquelles porte sa spécificité. C'est parfois ce qui la différencie d'une autre quoique voisine. Mais souvent la différence entre sciences porte plus sur les angles de vue, les dimensions ou les facettes privilégiées que sur la substance factuelle elle-même. C'est un moment de rapprochement, mais en même temps de différenciation. Un bémol malgré tout. Pour Alex MacLeod et Dan O'Meara, l'ontologie n'est pas une question de ce qui existe objectivement, mais de ce qui existe d'après les théories qui sous-tendent notre conception du monde. En voilà une illustration de la problématologie et de constructivisme. Car pour eux, nous ne pouvons savoir lequel de ces présupposés, c'est-à-dire qu'ils se présentent pour nous comme allant de soi. Étudiant la même question, Bobbio in Theoria della Scienza Juridica, 1950, assigne à la théorie du droit entre autres fonctions une fonction ontologique qui la charge de répondre à l'interrogation « Qu'est-ce que le droit ?» Il s'agit en quelque sorte de définir l'essence même du phénomène juridique. La fonction ontologique analyse dans cette optique le droit tel qu'il est, tel qu'il se présente à voir. Max Weber, voulant délimiter le champ du scientifique, lui assigne la mission d'étudier l'être, c'est-à-dire les faits et les relations entre eux. À côté, il existerait le champ des valeurs qui ne relève de préoccupations du scientifique. Cette option ontologique, explique pourtant le journaliste libéral Scott, rappelle que les faits sont sacrés et les opinions commentaires, libres, fact are sacred, opinion is free. Le conseil des premiers scientifiques consistait à dire aux jeunes: collecte d'abord les faits puis interprète-les. Collect first your facts then interpret them. Et cela était considéré sans grand souci, comme une méthode scientifique. Édouard Carr relativise l'acception du concept fait, car il estime que la nécessité d'établir les faits basiques ne repose pas sur la qualité des faits eux-mêmes mais sur un a priori dont décide l'historien. Malgré la devise de Scott, chaque journaliste sait que le meilleur moyen d'influencer l'opinion est la sélection et le rangement des faits appropriés. Pour lui, les faits ne parlent que quand l'historien fait appel à eux, c'est lui qui décide quels faits mettre sur le tapis, dans quel ordre ou contexte. Il pense au personnage de Pirandello, qui disait que le fait était comme un sac, il ne se mettra pas debout jusqu'à ce que vous y aurez mis quelque chose. De même, Agassiz enseignait à William James: adressez-vous à la nature, prenez les faits dans vos propres mains, regardez et voyez par vous-même. En fin de compte, disons que le questionnement dans sa version problématologique n'est pas une aporie sans fin. Il n'est nullement une spirale ad vitae aeternam, de moins l'infini à plus l'infini. Il porte sur la question certes, mais il porte aussi sur l'objet, le pourquoi, la manière, le but, l'éthique, la finalité sociale, le changement. Donc la problématologie est à usage multiple. Elle porte sur l'ontologie, l'épistémologie, la méthodologie, la phénoménologie, la praxéologie, la téléologie. À ce stade de notre trajectoire, disons d'emblée que cette ontologie n'est pas qu'empirique. Elle est autant empirique, subjective que phénoménologique. Au moins au niveau de la science, elle doit avoir déjà dépassé l'étude des noumènes, au sens de Kant. Ce qui existe mais n'est pas perceptible par les sens quand bien même il peut être compréhensible, connaissable par l'intellect ou l'entendement, pour aborder les phénomènes, la façon dont les choses physiques ou psychiques se présentent à nous, ou mieux les faits, malgré leur caractère relatif voire leur appréhension sous l'angle constructiviste en termes de perception ou de représentation. Cette ontologie, au niveau de la science, doit avoir des capacités de dépassement de la simple monstration pour atteindre la démonstration. D'autres problèmes subsistent quand bien même on aurait résolu celui de l'ontologie. Les discussions sont encore chaudes sur comprendre ou expliquer l'objet des sciences. C'est une des césures que retient Wilhelm Dilthey pour distinguer les sciences de l'esprit de sciences de la nature. Pour ces dernières,
la problématique de la causalité se fonde sur les préoccupations de l'explication. Pour les sciences de l'esprit ou de la culture, il s'agit de se focaliser sur la compréhension. Même à ce niveau-là, la question n'est pas totalement épuisée. Car comprendre ne va pas de soi comme on risque de le penser, tant l'usage commun du terme l'a ravalé à son sens banal. Pourtant, il sied de creuser davantage que comprendre n'est pas si éloigné d'expliquer. La compréhension traduit à la fois les verbes latins comprehendere et intelligere, qui suggèrent tous deux à leur manière l'idée de rassembler. Guy Degnaud prolonge l'étymologie comprehendere en la notion de saisir et de lier ensemble, embrasser, unir, puis embrasser par la pensée quelque chose qui s'y trouve alors retenu. Quant à intelligere, il indique, par légère, comme le grec leugin d'où il provient, le fait de ramasser, de recueillir et de cueillir. Par exemple des noix avec les mains, puis les informations du monde extérieur par les oreilles et les yeux. Légère, c'est aussi lire, saisir des signes avec l'intelligence, en comprendre la signification. Pour cet auteur, ce qui est requis pour qu'il y ait compréhension, écrit-il, est l'intelligibilité de l'agencement des choses recueillies, c'est-à-dire leur liaison en fonction d'un certain principe qui permet de circuler entre elles et d'en percevoir d'une façon ou d'une autre la liaison. Comprendre, c'est chaque fois, et quel que soit le registre, comme l'écrivent Dilthey et Wittgenstein, voir des connexions, Zusammenhänge, ou des rapports, Bezuge selon le terme de Garamer. Section 3, l'épistémologie. Le quoi n'épuise pas le labeur de l'esprit à découvrir des vérités, et à en vérifier les fondements. Il reste encore à montrer que ce qui est découvert l'a été de manière consistante, voire rigoureuse. On peut aller plus loin et vouloir savoir si ce qui est connu est pertinent, si la connaissance est connue et connaissable, si le connu est conforme aux exigences de la vérité de la chose en elle-même, noumène, ou en rapport avec ce qu'elle laisse voir, phénomène. Cette préoccupation est celle qu'embrasse l'épistémologie lorsqu'elle se définit en première approximation comme l'étude de la constitution des connaissances valables, Jean Piaget. Du terme lui-même, on peut tirer les renseignements suivants. Épistémé signifie connaissance, et logo renvoie à la science ou au discours. Pour certains, tirant les éléments de cette étymologie, l'épistémologie est seulement définie en termes de théorie de la science, tendance française. Mais l'acception moderne plus généralement répandue et retenue est plutôt théorie de la connaissance. L'épistémologie se présente comme l'étude de la science ou des sciences. Ce terme s'est imposé dans l'acception des spécialistes pour remplacer celui de philosophie des sciences, trop empreint de philosophie justement là où l'effort consistait à s'émanciper de la mainmise de cette dernière sur les sciences. Mais l'épistémologie ne couvre pas entièrement le champ de la philosophie des sciences dans l'entendement que lui attribuaient Auguste Comte et Augustin Cournot. Dans la même logique, on différencie l'épistémologie de la théorie de la connaissance telle que l'employait la philosophie de la connaissance qui en faisait la connaissance de la connaissance. À l'instar du raisonnement de Spinoza qui voulait réformer l'entendement sans pour autant croire à la théorie de la connaissance, il faut rechercher les moyens de connaître. Le sujet connaissant et l'objet à connaître doivent préalablement être distingués pour garder quelque chance de dégager la meilleure façon de connaître. L'étude de l'épistémé à laquelle s'attelle l'épistémologie est cette manière de mener le raisonnement pour qu'il aboutisse à des résultats plus solides, plus proches de la vérité recherchée. C'est aussi ce que Michel Foucault considérait comme un corps de principes, analogue au paradigme de T.S. Kuhn, qui sont à l'œuvre simultanément dans plusieurs disciplines et qui varient avec le temps de façon discontinue. C'est elle qui nous permet de distinguer la connaissance commune de la connaissance scientifique. L'effort en fin de compte consiste à différencier la connaissance de la simple croyance, de l'émotion, de l'opinion, du lieu commun. Après cette différenciation, il reste à établir en quoi une connaissance consiste-t-elle. À quel titre peut-elle être fondée ? Ce qui paraissait banal et de molle compréhension s'avère tout d'un coup problématique. Le questionnement peut rejoindre celui de Jean Piaget qui recouvre une préoccupation bien avant l'introduction du mot épistémologie dans la langue française. Elle n'apparaît qu'en 1907. En 1967, Piaget, In logique et connaissance scientifique, s'interrogeait sur la légitimité des connaissances à travers les questions suivantes. Qu'est-ce que la connaissance, la question gnoséologique ? Comment est-elle constituée ou engendrée ?
La question méthodologique. Comment apprécier sa valeur ou sa validité? La question éthique. Pour répondre à ces questions, l'esprit humain doit organiser une démarche particulière pour qu'elle mérite le vocable de scientifique. Sinon, on est dans le règne de l'intuition. Le problème essentiel de l'épistémologie, c'est la vérité. Ce terme ne s'applique ni aux hypothèses, ni aux théories, mais seulement aux énoncés qu'on peut dériver logiquement de celles-ci, et confronter par observation ou expérimentation à des faits, comme le note Bertrand Saint-Sermin traduisant le livre de Karl Hempel. Il résulte notamment un problème de vocabulaire. Par exemple, on testera une hypothèse, on ne la vérifiera pas. Ainsi, en voulant expliquer des phénomènes, il faut établir des liaisons entre les descriptions pouvant être faites en termes d'observation et les entités qui figurent dans les théories. L'épistémologie est une nécessité pour toute science, qu'elle soit empirique, naturelle ou humaine, ou non. Elle scrute l'horizon pour savoir comment savons-nous que ce que nous percevons vaut et constitue une connaissance ou une forme de connaissance valide dans le champ considéré. Pour MacLeod et O'Meara, on doit même se demander « Comment sait-on ce que l'on croit savoir ?» Dans la conception anglo-saxonne, l'épistémologie arpente des voies plus étendues qui touchent au questionnement sur la nature de la connaissance, la manière de l'acquérir, la démarche pour en déterminer la validité et en apprécier la valeur. Pour ces auteurs, la réécriture constante de l'histoire, à la suite de la découverte de nouveaux faits, d'une nouvelle réflexion sur les faits connus ou simplement pour satisfaire les exigences des détenteurs du pouvoir de l'époque, devrait nous mettre en garde contre l'espoir d'établir facilement une vérité définitive. Aussi conclut-il que la question de la conception de la vérité et de la justification de celle-ci sous-tend toute approche épistémologique. Il existe 3 grandes visions de la vérité en philosophie: la vérité comme correspondance, la vérité comme cohérence, et la conception utilitariste ou pragmatiste de la vérité. Faisant référence aux études en relations internationales, on peut retenir que jusqu'aux années 1990, le courant épistémologique empiriste a dominé les débats en ce qu'il considérait que la connaissance était essentiellement fondée sur l'expérience et l'observation comme source de la connaissance. Mais cet empirisme a fini par connaître des déboires, tant et si bien que le courant rationaliste est vite venu à la rescousse de la recherche en relations internationales. Le rationalisme en tant que épistémologie en relations internationales. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.